Bonjour, aujourd'hui on va voir un théorème de stabilité du spectre qu'on peut trouver dans Nouvelles histoires hédonistes de groupes et de géométrie, chapitre 3, D26. En fait, ça dépend un petit peu de l'édition, mais généralement vous le trouvez à peu près là. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est ce théorème de stabilité? Parce que la question qu'on se pose, c'est en fait de savoir est-ce que le spectre d'une matrice, dans un coefficient densé, voilà, carré, un coefficient densé, est-ce qu'il se comporte continuellement en fonction de la matrice? On se doute que oui, et topologiquement, bon, il y a des théorèmes comme quoi tout se passe pas mal, quoi, tant que c'est diagonalisable, mais on aimerait maîtriser la situation. Et sans jeu de mots, ça veut dire qu'on va mettre une métrique. Donc, le théorème dit la chose suivante. On a A dans Mn de C qui est diagonalisable. D'accord? Donc, je pense que c'est important que ce soit diagonalisable, même si après, je vous poserai une question à la fin. On va supposer que P, ça va être une matrice de passage qui diagonalise, avec lambda I, la diagonale, et on va prendre une matrice H de Mn de C, on va appeler lambda H un élément du spectre de A plus H, d'accord? Donc ce qu'on a envie de dire en quelque sorte, c'est que quand H tend vers 0, lambda H va tendre vers une certaine valeur propre de A, mais comment? D'accord? Et quelle valeur propre? En fait, voilà, il existe K tel que lambda H moins lambda K en module est inférieur à une certaine constante NP qui ne dépend que de P, qui ne dépend pas de H, qui ne dépend que de P, fois, alors regardez cette norme, la norme subordonnée à la norme infinie de H. On va en parler si vous avez oublié un petit peu ce que c'était que cette norme-là, d'accord? Et ce qui est important quand même, c'est que NP ne dépend que de P et pas de H. Si ça dépendait de H, ce serait un peu plus inquiétant. Alors, regardez, je trouve que ce théorème il est intéressant en soi, mais aussi il peut faire un bon développement, surtout si on a parlé des disques de Gersh-Göring dans un développement. C'est un peu court les disques de Gersh-Göring, d'ailleurs on va en parler vraiment en 5 minutes. Et donc ce théorème fait un très bon complément, une bonne application en tout cas, aux disques de Gersh-Göring que vous pouvez trouver dans Nouvelles histoires hédonistes ou alors dans mon carnet de voyage en algébre. Alors on va revenir sur les outils de base, on va donner déjà 2 outils de base, qui sont généralement connus par les étudiants de master, je vais vous les donner. Le premier, c'est, on va poser donc cette norme subordonnée infinie est égale à sup de la norme de mx infini. Alors qu'est-ce que c'est la norme infinie sur l'espace Cn? C'est le max des modules des coordonnées. Voilà, c'est tout simple, ça fait bien une norme. Et on regarde le sup de la norme de mx infinie lorsque x est sur, en quelque sorte, la sphère infinie, c'est-à-dire l'ensemble des x tels que la norme infinie est égale à 1. Alors pourquoi on aime bien cette norme? On aime bien cette norme justement parce qu'elle est multiplicative, elle va vérifier que norme de Mn est inférieure ou égale, donc sous-multiplicatif, j'aime mieux, à norme de M fois norme de N. Voilà. Donc ça c'est important. Maintenant, une inégalité dont on va se servir, qui en fait s'avérera être une égalité, regardez, fixons K, alors K entre 1 et N, on va poser mkj, alors mkj c'est la coordonnée kj de m, km ligne, jm colonne, égale à module de mkj fois exponentielle de i θ k. Vous avez compris pourquoi je n'utilisais pas i ici, parce que i c'est déjà pris pour la racine de moins 1. C'est pour ça. Et je vais poser x égale exponentielle de moins i θ k. Eh bien regardez, vous avez bien que la norme infinie de x est bien égale à 1. D'accord? Donc maintenant que vous allez faire mx, d'accord, vous allez avoir les coordonnées égales à ceci, puisque ça et ça va se compenser, ça va se multiplier, ça va s'éliminer. Donc ça va être le module de mkj, et donc on va avoir la somme des modules de mkj, d'accord, quand j va de 1 à n, ce qui va faire que
la somme des modules de mkj pour j allant de 1 à n est toujours inférieure ou égale à la norme, puisque cette norme-là, cette norme subordonnée infinie, c'est par définition le sup de tout ça. Voilà. Donc c'est inférieur ou égal. Et ça, c'est vrai pour tout cas. On a fixé k. K, le fait de l'avoir fixé, a fait que on a fixé un x. Mais pour un autre cas, on aurait pris un autre x et on aurait eu la même inégalité. Ce qui fait que le max de ça est inférieur ou égal à la norme subordonnée de m, hein, infini. Et en fait, c'est pas difficile de montrer qu'on a l'égalité. L'égalité est très facile. Donc vous pourrez le voir, d'ailleurs, c'est fait aussi dans Nouvelles Histoires des Hellénistes. Bon, mais c'est très facile, hein, vous pouvez le faire à la main, c'est tout droit. Et ce qui se passe, c'est qu'on va avoir besoin uniquement de cette inégalité. J'ai pas besoin de l'autre partie de l'inégalité, sinon je vous l'aurais montré immédiatement. L'outil de base 2. Alors, l'outil de base 2, c'est justement les disques de Gershgoring. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, ces disques? C'est que si je prends une valeur propre de M, une matrice M dans Mn de C, quelconque, et V, donc un vecteur propre, je vous rappelle qu'un vecteur propre pour la valeur propre lambda, ça veut dire entre autres qu'il est non nul, et que MV est égal à lambda V. Bien. Je prends K tel que le module de la coordonnée VK de V est maximum. Je suis sûr que ce module est différent de 0, d'accord, évidemment, puisque s'il était égal à 0, ça voudrait dire que V est nul, or V est un vecteur propre. Bien. Et j'écris la kème coordonnée de cette égalité. Cette égalité, c'est une égalité entre deux vecteurs colonnes, donc je regarde la kème ligne de ce vecteur colonne. Donc ça me donne la somme de j égale 1 à n, de mkj vj égale lambda vk. Maintenant, regardez ce que je fais. Je vais prendre, bon là j'ai été un petit peu rapide pour gagner de la place, des fois je m'en mords les doigts, mais bon, là vous allez voir. Ici, la partie où j égale k, ça va faire m, k, k, v, k. Je la passe de l'autre côté, ce qui fait que je vais avoir lambda moins m, k, k, vk, ici. Et de l'autre côté, j'ai une somme de mkj, vj, mais pour j différent de k cette fois-ci, puisque j'ai retiré l'autre. Et maintenant, j'ai plus qu'à utiliser l'inégalité triangulaire, divisé par le module de vk. Le module de vk, comme il est différent de 0, j'ai le droit de diviser par ça, et le module de vj sur vk va être inférieur ou égal à 1, puisque le module de vk est max. Donc j'ai bien cette inégalité-là, dont je vais me servir aussi. Ça veut dire qu'une valeur propre de m, d'accord, on a trouvé un k tel que la valeur propre était dans un disque de centre mkk et de rayon, ceci, hein, cette somme-là. Et donc, en fait, quand on prend la réunion pour tous les cas de ces disques-là, eh ben, c'est là que se situent les valeurs propres, l'ensemble des valeurs propres de M. Voilà. Bon, vous pouvez regarder, j'ai fait pas mal de vidéos sur les disques de Gershgoring, vous trouverez ça dans le Jardin des Plaisirs. Bien. Maintenant, troisièmement, eh ben, on arrête avec les outils de base, et on va attaquer vraiment le théorème. Alors d'abord, je vais utiliser les disques de Gershgoring pour trouver ce cas. Vous voyez, ce cas provient justement d'un disque de Gershgoring, mais attention, c'est pour m, hein, j'applique ça pour m égale p, facteur de a plus h, facteur de p moins 1. Voilà. Pour l'instant, mystère, comment on a trouvé ça? Bon, regardez. Je vais appliquer ceci, donc ça va faire lambda h, ma valeur propre ici de a plus h. Comme c'est une valeur propre de a plus h, c'est aussi une valeur propre de p, a plus h, p moins 1. Évidemment. Bien. Donc d'après 2, j'ai que le module de lambda h moins la coordonnée k, k de p, a plus h, p moins 1. D'accord? Donc ceci. C'est inférieur, forcément, à la somme, pour j différent de k, des modules, des coordonnées kj de p a plus h, p moins 1. J'ai fait que appliquer 2 à m. J'ai rien fait du tout. Et dire aussi que comme lambda h est dans le spectre de a plus h, il est aussi dans le spectre de p a plus h, p moins 1.
Voilà. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Mais ici, on va développer. On a PA, P-1, mais PA, P-1, c'est une matrice diagonale. Donc, ces coefficients non diagonaux qu'il y a ici sont nuls. Donc, ils disparaissent et il va rester que P, H, P-1 et le module de sa coordonnée Kj. Voilà, dont on fait la somme. Donc, on a cette inégalité, pour l'instant, qu'on met de côté. Quatrième étape, et bien maintenant, je prends ce cas-là, d'accord? Donc c'est le il existe K qui est ici, et je regarde lambda H moins lambda K. Okay. Et bien c'est quoi? Lambda H moins lambda K, c'est lambda H moins la coordonnée K de PA P-1, puisque PA P-1, c'est la diagonale des lambda I. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je vais remplacer A. Qu'est-ce que je vais faire sur A? Je vais remplacer A par A plus H moins H. Je vais développer sur A plus H et sur H, séparément. Et je vais appliquer l'inégalité triangulaire pour obtenir ceci. D'accord? Quand j'aurai A plus H, donc qui est inférieur. Alors ça, je l'appelle mu HK, qui est inférieur à ça. Donc, c'est inférieur ou égal à mu HK, plus ce qui va me rester, hein, quand j'aurai écrit A égale A plus H moins H, et que j'aurai appliqué mon inégalité triangulaire, je vais avoir PHP moins 1 et le coefficient KK en module. Et maintenant, je vais appliquer mon inégalité 3 pour avoir d'une part ma somme quand J est différent de K. Donc ça, c'est ça, est inférieur à ça, d'accord, qu'on a obtenu là. Et le terme manquant, qui est ici, pour J égale K. Donc ça veut dire que, ça y est, je les ai tous. J'ai la somme, pour J égale 1 à N, des modules des coefficients KJ de PH, P-1. Mais ça, eh bien, d'après l'outil de base 1, on a vu que c'était inférieur ou égal, ce truc-là, à la norme infinie, la norme subordonnée à la norme infinie de PH, P-1, en posant N égale PH, P-1 là-dedans. Mais comme elle est sous-multiplicative, ça c'est inférieur ou égal à la norme de P fois la norme de H fois la norme de P-1. Donc finalement, on a un élément NP fois la norme de H ici, et on a bien notre inégalité. Je vais rajouter quand même quelques petites histoires. D'abord, NP peut être raconté autrement. Vous avez une application linéaire, même un automorphisme, qui à H associe PH, P-1, donc c'est bien linéaire, c'est bien un automorphisme. Et finalement, pour la norme, attention, subordonnée, parce que c'est un automorphisme de l'espace vectoriel des matrices, muni de la norme subordonnée infinie. Donc, pour la norme subordonnée à la norme subordonnée infinie, eh bien, NP, c'est la norme de P. Voilà, de la conjugaison par P. Voilà. Ça peut être dit comme ça. Je trouve ça assez rigolo qu'il y ait une norme subordonnée à une norme subordonnée. Mais moi, rien me fait rire. Donc maintenant, autre chose, on peut s'attendre et avoir peur et craindre la question que se passe-t-il si A n'est pas diagonalisable? Là, on ne sait pas. D'ailleurs, si quelqu'un peut me dire quelque chose de précis là-dessus, un peu plus précis que ce que je vais vous dire, je suis très preneur. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? On sait que les matrices diagonalisables sont denses, hein, dans l'espace des matrices, puisqu'on est sur C. Mais là, alors on se dit, on va avoir un A epsilon qui va être aussi proche qu'on veut, qui est diagonalisable, et qui va être aussi proche qu'on veut de A, si A n'est pas diagonalisable. Et donc, je vais pouvoir faire tout ce processus à ma matrice diagonalisable, mais le problème c'est que mon P va être un P epsilon, et ça, on sait que le comportement de P epsilon, il est pas très propre, d'accord? Donc quand epsilon tend vers 0.
Donc je ne saurais quoi dire à cette question. En tout cas, c'est une bonne question. Et je pense pas qu'il faille avoir peur de cette question parce qu'elle est quand même suffisamment solide, ardue, je crois, hein, pour que le jury le pose juste comme ça, sans trop savoir ce que ça donnerait, quoi. Juste pour voir, tester les réflexes, on va dire, juste ça. Voilà, je crois que j'ai plus rien à dire là-dessus. Je trouve ça assez joli qu'on puisse complètement maîtriser. Vous voyez, il n'y a même pas eu de H assez petit ou quelque chose. L'inégalité est toujours valable. Et donc on voit que ça a une espèce de comportement lipschitzien modulo le il existe qu'un. Voilà. Ah, c'est sympa. Allez, on s'arrête là.